Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Un nouveau jour qui s'est levé après tout ce qu'on a eu encore à passer comme journée de mardi et aussi par rapport à une nuit profonde de laquelle le grand Dieu a bien voulu le réveiller ce matin dans le monde des vivants. Nous lui disons grand merci parce que nombreuses sont les personnes qui ont cherché cette bénédiction mais qui malheureusement ne l'ont pas eu. Donc, merci donc Dieu Tout-Puissant, celui-là qui nous conduit, celui-là qui nous protège, celui-là qui nous assiste. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de l'émission Grand Jury. Bonjour à Sir Adomayakor et sa famille, sans oublier Barbara, parce que c'est un nom que j'ai retenu. Bonjour également à tous les journalistes, confrères journalistes donc, qui consacrent leur temps à venir faire de leur, de leur matière la participation à ce débat. Bonjour au président de la République, son Excellence Faure Eswazim Nanya Sibé. Bonjour au Premier ministre et à tout son gouvernement. Bonjour à tous les syndicalistes. Nous saluons également tous les députés à l'Assemblée nationale, que ce soit du groupe majorité parlementaire ou que ce soit des autres groupes se réclamant donc de l'opposition. Bonjour au peuple togolais qui ne se limite pas qu'au Togo, mais aussi dans la sous-région, partout en Afrique et sur la planète Terre. Vous nous suivez via les ondes de radio KNTB, sur les écrans de la télévision Espoir 47, et puis sur le web via le www.ebenradio.com, le www.togovision.com. Nous saluons également les responsables des agences et sites www.isilome.com, sans oublier le www.togo-de6online.com, des sites qui s'intéressent à notre émission depuis quelque temps. Nous disons également bonjour au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication et toute son équipe, sans oublier le nouveau locataire du ministère de la Communication, Guy Madje Lorenzo. Une liste qui ne sera jamais complète ici parce que nombreuses sont ces personnes qui apportent leur pierre à la construction de la terre de nos aïeux, comme nous le recommande l'hymne national togolais. Viens, bâtissons la cité. Nous allons scruter rapidement la une des journaux paru ce matin dans les kiosques avec Togo Matin qui écrit en rubrique économie Africa 50, le Togo dans le financement des projets. Et puis à la grande une, on peut lire femmes togolaises sont-elles loin du pouvoir, s'interroge le journal qui s'intéresse à la parité genre qui est devenue, selon le journal, une sérieuse question politique depuis plusieurs décennies. Et la dernière journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet dernier, offre l'occasion de reposer le débat dans le contexte togolais à l'aune d'un certain nombre de questionnements, écrit Togo Matin. Et puis à l'international, le journal écrit Tchad, la peine de mort fait son retour. Rubrique sport, qualificatif Jeux olympiques Rio 2016, Kokwe à Yvon aligné pour le canoë kayak, écrit Togo Matin. Et puis éditorial, une justice inquiétante et dangereuse, nous allons en parler tout à l'heure. La lanterne également dans les kiosques avec à la une le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime en novembre prochain à Lomé. Le journal titre le Togo retrouve sa place dans le concert des nations. Et puis sommet contre le terrorisme à Malabo, les États de la CEDEAO et du CEMAC se mobilisent, écrit la lanterne de notre cher confrère Robert Djoumassi, que nous saluons également au passage. Rubrique économie, après l'agonie financière de Togo Télécom, autant pour moi, place à la stabilisation. Le nouveau DG par intérim Ataf et Tom Romain Tagba insuffle une nouvelle dynamique à cette société étatique. Mieux faire au Togo, rubrique société, la centralisation du service des sapeurs-pompiers crée des dommages fâcheux aux populations. Un étudiant trépasse à cause d'une évacuation tardive. Santé à présent, visite du ministre de la Santé au CHU Sylvanus Olympio. Le ministre de la Santé rassure, mais la population veut du concret. Le journal met en point, il est temps que le plus grand centre hospitalier du Togo soit doté de scanners et autres matériels. Point d'exclamation. Pour finir, le journal écrit en politique. Après l'élection présidentielle du 25 avril dernier, la classe politique de l'opposition, plus que divisée, laisse de côté l'essentiel. La griffe dans les kiosques également ce matin, les vertus des fruits, la banane. C'est ainsi qu'on retrouve en titre
dans la lucarne du journal qui titre à sa une « Scandale financier dans l'exécution des travaux de la nouvelle aérogare. Le colonel Lata a-t-il aidé M. Daniel Pic à fuir le Togo ?» s'interroge la Griffe. C'est avec la photo, bien sûr, du colonel Lata Nyama. Et puis, la population togolaise face aux problèmes environnementaux, le lacisme du pouvoir met en danger la vie des Togolais. Article décoré avec la photo du Premier ministre Selom Komi Klassou. Et puis politique, de la prise du pouvoir par infraction au règne de plaisance, l'oligarchie de Fort Gnassingbé broie du noir. Football, à présent, toujours à la une de la Griffe, Antoine Folly en position d'hors-jeu. L'homme sanctionne à Adebayor et lorgne les 180 millions de francs CFA de la FIFA, écrit le journal La Place de l'Afrique dans la géopolitique mondiale. Monsieur Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine, donne sa vision. Et pour finir, Tingo Tingo est également dans les kiosques ce matin et écrit à sa une « Guerre au sein de l'opposition togolaise, Obu tacle l'ANC et son président ». Article décoré avec les photos de Gabriel Mentan Agbeobe Kodjo et puis de Jean-Pierre Fabre. À la suite de sa mutation, autre article donc, un douanier aigri contre le commissaire Kodjo à Dédié veut l'attaquer par voie de presse, écrit Tingo Tingo lutte ou l'Institut national de l'assurance maladie, où vont en réalité les sous, s'interroge Tingo Tingo. Pour s'être rendu coupable des écrits tendancieux, Sébastien Alzereka du Centre culturel Mitronounia, banni du Togo pour 5 ans. Affaire Pacha Gnassingbé, prison civile de Lomé, l'ancien ministre sollicite une intervention magnanime du président Faure. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, du moins pour ce qui concerne les quelques parutions qui nous sont parvenues. Nous revenons autour de ce plateau pour planter le décor par rapport à notre débat du jour. Ça va être un peu une discussion à bâton rompu entre nous et notre invité, et ce sera autour de l'insécurité grandissante au Togo. Pourquoi sommes-nous arrivés là et quel mécanisme pour décourager ces malfrats, ces bandits armés? Ni ordre ni loi comme on les appelle. José-Éric Gagli, directeur de publication du journal Togo Niban, bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les éditeurs de la télévision Espoir 47, à tous les éditeurs de la radio Ken TV, et bien sûr Radio Lumière à Deschaux et Radio VGK à Palimé. À Palimé. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, merci donc surtout pour la disponibilité et le fait de choisir chaque jour de permettre à la communauté ou à l'auditoire, du moins aux populations togolaises, si on peut le dire ainsi, d'ici et d'ailleurs, d'être au parfum de l'actualité de notre cher pays, le Togo. Ce matin, nous allons parler... Je pense que c'est le devoir d'informer. Très bien, merci donc. Et ce matin, nous allons parler de l'insécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avant, un journal a parlé d'une situation, il avait dit qu'on allait en parler tout à l'heure, parlant de la justice togolaise. C'est bien sûr Togo Matin qui écrit une justice inquiétante et dangereuse. Que comprenez-vous à travers ce titre? Ou qu'est-ce que cela vous inspire? Déjà, je n'ai pas eu l'occasion de lire le journal en question. Parce que si j'ai posé la question, je sais que vous êtes juriste. Absolument. Et aussi, vous ne cessez de parler de quelques couacs qui émaillent ou qui gangrènent la vie de notre justice. Oui, je comprends votre question, mais une chose est sûre, c'est vrai que nous l'avons souvent déploré, que nous n'avons pas de justice au Togo. Pourquoi je dis que nous n'avons pas de justice au Togo? C'est parce que à chaque fois, quand il y a des instructions qui sont faites, enfin, je veux dire, quand on instruit un dossier, on met des années pour pouvoir aboutir, ou on n'aboutit pratiquement jamais. Donc, ce qui fait que je dis que nous n'avons pas une réelle justice au Togo. On nous parle de réforme, on nous dit à chaque fois qu'on est en train de faire la réforme de la justice togolaise, mais la réforme se limite la plupart du temps à l'embellissement des murs, comment dirais-je, aux nouveaux locaux, on déloge tel cours pour aller dans telle région, ça se limite à ça. Mais je pense qu'il faut que nos juges ou la justice togolaise reprennent un petit peu de sa valeur, que les juges et les personnes qui sont impliquées
dans tout ce qui est justice togolaise, se disent, nous sommes là pour défendre le droit, nous sommes là pour lire le droit et non pour servir qui que ce soit. Donc je pense que quand nos fonctionnaires ou les fonctionnaires de la justice togolaise comprendront réellement ou seront vraiment patriotes, la justice togolaise reprendra un petit peu de ses lettres de noblesse. Donc j'exhorte les juges et le corps judiciaire togolais à se conformer à ce qu'ils ont appris et au serment qu'ils ont prêté, parce que la plupart du temps, on prête tout le temps serment, comme quoi on est là pour lire le droit, on est là pour défendre l'innocent, ou même quand... on défend tout le monde, vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle présomption d'innocence. Voilà. Donc, et il y a aussi le droit du détenu. Absolument. Donc il faut qu'on se conforme à toutes ces règles-là, et je pense qu'à partir de là, la justice togolaise sera reconnue en tant que justice. Voilà, revenons à présent au sujet principal de notre échange ce matin. L'insécurité grandissante, inquiétante. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'il y a, je crois, la nuit de lundi à mardi, sur la nationale numéro 1, au niveau de Wahala, entre Glei et Wahala, un braquage où les bandits armés ont mis au statu quo tout un bus avec ses passagers. Ils ont dépouillé tout le monde. La gendarmerie est arrivée tardivement, après que ces malfrats soient retirés, après avoir inquiété les populations avec quelques balles tirées dans l'air. Ils se sont dispersés dans la nature. Qu'est-ce que cela vous dit concrètement? Je pense que nous revenons un petit peu à une période après, je dirais pas dans les années avant l'indépendance, je ne sais même pas comment le dire, parce que je me rappelle à l'époque du feu Gnassingbé Béa-Déman, on dormait en pleine lune avec une natte et on ne s'inquiétait pas du tout de ce qui va nous arriver. C'est-à-dire on vivait dans une quiétude totale. Mais depuis quelque temps, on constate qu'à Lomé, la sécurité n'y est plus. Quand on se rappelle des faits il y a à peu près 2 semaines qui se sont déroulés au niveau d'Ave Maria, où un Ivoirien, n'est-ce pas, a été brûlé vif parce que, soi-disant, qu'il volait une moto. Si on se réfère un petit peu à ce qui s'est passé à Wahala, dont vous venez de le dire tout à l'heure, et quand on revient un petit peu il y a à peine 2 jours, ce qui s'est... ou bien les malfrats qui ont été arrêtés dans le Bas-Mono, présentés à Fagnan, je me dis qu'il y a un gros problème au Togo. La sécurité de notre pays ne se limite pas tout simplement à ce que nous faisons en ce moment, la sécurité maritime. C'est beau. Mais là aussi, c'est important. C'est important, c'est beau que nous investissons dans ce qui est la sécurité maritime, parce que ça permet à ce que les investisseurs puissent avoir confiance à notre port autonome de Lomé, avoir confiance à notre nation, en disant que quand ils vont, n'est-ce pas, faire passer leurs marchandises par le port du Togo pour aller dans les autres régions, ils n'auront pas, n'est-ce pas, de problème. Donc c'est une bonne chose. Mais je pense qu'au-delà de ça, la sécurité des citoyens vivant sur le territoire togolais est aussi très importante. Donc je pense que les autorités doivent tout faire pour mettre en place un système de, comment dirais-je, qui va intimider un petit peu ces braqueurs, ces voleurs, ces voyous comme je les appelle, à ne pas opérer en plein jour ou dans la nuit. Mais je tiens, je ne sais pas dans mes habitudes, mais ce matin je tiens à féliciter 3 personnes. C'est-à-dire à féliciter M. Félix Katanga, à féliciter M. Yark Dabran, à féliciter aussi M. Massina de Troufaï, parce qu'ils ont réussi quelque chose qui m'a fait plaisir, en se référant un petit peu à ce qui s'est passé il n'y a pas de temps dans le Bas-Mono. Ils ont déployé quand même la force spéciale de la gendarmerie. Moi, je les appelle les hommes en noir, donc ils sont tout habillés en noir, avec des lunettes, etc. Ils ont réussi à déployer ces personnes dans la région parce qu'on a tellement décrié ce qui se passait dans cette les scènes de braquage pratiquement quotidien, pratiquement en plein jour, et que nos militaires dorment, ils ne font pas le boulot qu'ils font, qu'ils doivent faire. Et ils ont pris quand même, ces 3 ministres ont pris quand même leur responsabilité,
en faisant tout à déployer ces personnes, enfin ces hommes en noir comme je les appelle, dans la région. Et finalement, ça a payé, enfin ça a eu on a quand même eu on a mis la main sur quelques individus mêlés à ce réseau. À ce réseau, mais c'est dommage quand même que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les personnes qui sont des têtes pensantes de ce groupe de malfrats, ont pris la fuite. Et j'espère qu'avec les institutions qui sont mises en place, c'est-à-dire l'Interpol, les accords signés avec les États voisins, vont permettre à ce qu'on puisse rattraper rapidement ces personnes qui sont en fuite dans les pays voisins. Et d'ailleurs, si je me rappelle, il y a quelques années, enfin quelques mois plutôt, avait dit que même si vous êtes au Bénin, on va vous rattraper. Donc c'est sur le plan sportif. Je pense que c'est le moment de concrétiser, c'est dire, de nous montrer qu'il sait de quoi il parle. C'est très important que ces personnes soient rattrapées pour que la justice donc soit faite. Parce que c'est quand même dommage qu'on ne peut plus dormir en toute sécurité dans nos maisons, on ne peut plus garer nos voitures dehors dans les rues, même en pleine journée, enfin en plein jour, qu'on ne peut plus circuler librement avec nos motos dans les rues, ou qu'on se dise, voilà, je vais garer ma moto juste pour prendre des crédits ou acheter juste des pierres. Parce qu'il y a des preneurs ambulants qui guettent tout le monde, qui sont dispersés dans la ville. Il faut absolument que cette méthode qu'ils ont employée dans la région du Bas-Mono soit élargie sur tout le territoire national, et en particulier à Lomé, où on voit ces genres de scènes se produire tout le temps. C'est-à-dire des braquages un peu partout dans la ville de Lomé. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai été victime de ce genre de phénomène où pratiquement j'ai laissé ma portière de ma voiture ouverte. Et là, c'est l'imprudence, parce que vous êtes sans savoir que dans un communiqué publié par le ministère de la Sécurité, on va dire, il y a quelques mois, si on peut le dire ainsi, il a quand même convié les uns et les autres à adopter un certain nombre de mesures sécuritaires. Absolument. Notamment les ceintures de sécurité, le verrouillage des portières, les vitres montées un peu de tout. Absolument, voilà, les alarmes, etc. Je conviens avec vous que vous avez tout à fait raison, que j'ai été imprudent. Voilà. Mais je me suis dit... Mais ce n'était pas une invitation pour que quelqu'un vienne... Absolument, une invitation. Dans la voiture. Je ne pas de quoi que ce soit dans ma voiture. Voilà. Mais j'allais acheter des crédits, Togoser, sans nommer des opérateurs. Publicité gratuite, peut-être. Voilà, j'allais juste acheter des crédits, et je me suis rendu compte que, à peine sorti de ma voiture, un petit bonhomme d'à peine 18 ans fait son petit cinéma devant ma voiture pour essayer de choper un de mes portables que j'ai laissé sur le tableau de bord. Bon, malheureusement pour lui et heureusement pour moi, je me suis retourné sans savoir pourquoi. Peut-être c'est mon Dieu qui m'a fait signe. Et quand j'ai dit « Hey, petit bonhomme !» Et il a couru, mais on l'a rattrapé. On a failli le lyncher, mais j'ai demandé à ce que les gens se calment, que bon, il a faim. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit « Mais attends, bonhomme, pourquoi tu t'es adonné à ce genre d'exercice, voilà, et de travail, parce que pour moi c'est des salariés finalement. Qui les paye? Laissez-moi en venir. Donc il m'a dit voilà qu'il a des problèmes, qu'il ne sait pas quoi faire, il n'a pas à manger, donc finalement il est rentré dans un groupe, enfin bref. Il a ses 10 doigts? Ah ben si, il a ses 10 doigts. Les 2 bras? Heureusement, parce que la plupart du temps on le recoupe, mais là il a quand même ses 10 doigts. Il a les 2 bras, les 2 pieds, puisqu'il a couru. Il dit il ne sait pas ce qu'il doit faire. Voilà, donc je l'ai quand même conseillé, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je te parle d'un mois à peu près. Bon, si il a réussi à se conformer, je ne dirais pas conformer, à accepter mes conseils ou à mettre mes conseils en pratique, voilà, Dieu va l'aider et qu'il va trouver peut-être un emploi où il va exercer. Revenons-en toujours par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, la grande question que l'on se pose, c'est de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là. Bon, je dis, avec une sécurité grandissante, l'évolution, avec des méthodes qui évoluent. Absolument. L'évolution du monde entraîne souvent ce genre de phénomènes. Les gens évoluent. Le monde évolue.
les méthodes évoluent. Nous avons aujourd'hui, sans accuser bien sûr les médias, nous avons aujourd'hui l'Internet, nous avons aujourd'hui la télévision, nous avons aujourd'hui pas mal de systèmes, si j'ose dire, qui incitent un petit peu les jeunes à se dire, voilà, je vais suivre un peu ce cinéma, je vais suivre un petit peu ce braquage, pour voir comment ça s'opère, etc. Donc, on s'informe, on étudie le mode de braquage dans les réseaux sociaux un peu partout aujourd'hui. Donc, le monde évolue. Donc, les jeunes aujourd'hui ne veulent plus rien faire. Ils pensent plutôt au gain facile, hein, et ça donne à ce genre de métier. Et je dis toujours que la faute, je l'avais dit sur ce plateau, hein, que la faute provient toujours des parents, des autorités, du pays en général, parce qu'un enfant bien éduqué, un enfant qui, n'est-ce pas, a ce qu'il veut. Encore la faute provient, on va aller pas à pas, de l'autorité. L'autorité, parce que dans un pays, l'éducation civique, l'éducation patriotique, si je peux le dire ainsi, est très importante. Je me rappelle quand moi j'étais à l'école, hein, il y avait ce que nous appelons éducation civique ou morale, etc., où on nous enseignait beaucoup de choses, ne pas voler, ne pas prendre ce qui n'appartient pas à autrui. Toute la morale se faisait à l'école. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Or, vous convenez avec moi qu'un homme ou un enfant est impressionné par 3 éducations, c'est-à-dire l'éducation parentale de la maison, c'est ce que ses parents lui disent, l'éducation que ses parents lui donnent, l'éducation de la rue, c'est-à-dire quand il sort avec ses copains, ce que ses copains font dans la rue, ce qu'il voit dans la rue, enfin bref, la rue en général, ce qu'il voit, l'éduque, et l'éducation de l'école. Donc un homme, pour qu'il soit bien formé, il y a ces 3 éducations qui rentrent en jeu. Qui doivent être conformes. Conformes, qui doivent être, je ne dirais pas en parallèle, mais en triparallèle, si je peux le dire ici. C'est-à-dire, on peut par exemple aller chez les gens qui évoluent dans les secteurs de l'électricité pour dire peut-être une éducation triphasée. Triphasée, voilà, où les 3 doivent être, comment dirais-je, sur les mêmes doivent collaborer ensemble, merci de... Doivent être intégrés pour que l'enfant qui grandit puisse comprendre qu'il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Mais quand il y a les 2 éducations, ou les 3 éducations qui font défaut, ou peut-être une qui fait défaut, forcément, on ne peut qu'avoir des enfants qui sont moralement mal éduqués, hein, patriotiquement mal éduqués, et civiquement mal éduqués. Parce qu'un enfant qui n'a pas reçu 3 éducations ne peut pas, hein, être un modèle de la société. Donc, je pense que nos autorités doivent faire l'effort, d'abord, de réintégrer au sein des écoles, au sein des universités, bon, pas d'université, mais je veux dire au sein des écoles, de la classe de la cours primaire, peut-être préscolaire et primaire. Voilà, d'intégrer ce que nous avons eu, nous, à l'époque, l'éducation morale et civique, pour que l'enfant sache qu'il y a des choses, des actes qu'il ne faut pas poser. Et que la rue aussi informe. Vous savez, quand on met un enfant au monde... Mais ce qu'on ne comprend pas, le vol ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque où on enseignait tout ça à l'école. On a toujours volé, mais on attribuait souvent ces genres de vols à ce que j'appelle comment dirais-je, des personnes qui ne font plus partie de la société. C'est-à-dire des hors-la-loi. Des hors-la-loi. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus des hors-la-loi. Ils sont quoi? C'est des élèves, c'est des personnes issues de bonnes familles, c'est des personnes comme vous et moi. Et qu'est-ce qui les pousse? Mais les sous, la vie, comment dirais-je? La belle vie. La belle vie. Ce qu'ils voient à la télé, ils voient que papa, enfin, je veux dire, quelqu'un de 18 ans a une belle voiture, une Porsche, une Cadillac, j'en sais rien. Donc, le petit bonhomme de 18 ans, il voit la même chose. Sans travailler. Sans travailler, justement. Et donc, il se met en groupe et puis commence à faire ces genres de malfrats, enfin, participer à ces genres de braquage. De braquage. De vol. Parce que quand je me rappelle le jeune homme dont je viens de vous en parler, il y a un mois là, il a à peine 16 ans. C'est un petit bonhomme qui peut être mon enfant.
Donc ça m'a fait tellement mal qu'au lieu de le lyncher, enfin que je laisse les gens le lyncher, je l'ai appelé pour le moraliser, parce que pour moi ce n'est pas normal. Qu'à 16 ans, en tant qu'élève, il m'a dit qu'il fait la seconde. Mais attends, j'ai été choqué. Je me dis, mais attends, quel est ton problème? Papa n'a pas de sous, maman n'a pas d'argent, donc je partis là. Non mais c'est pas sérieux. Donc je dis, ces 3 éducations doivent être mises en place. Et la faute revient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au pouvoir public, au gouvernement. Je ne vais pas revenir sur un problème... En quoi la faute revient au gouvernement concrètement? Quand vous et moi, en tant que salariés d'une entreprise, vous avez vous-même, je ne parle pas de vous, monsieur Rodrigue, le gouvernement avait dit entre-temps que le SMIC serait rappelez-moi le montant, à 30 et quelques mille francs par mois. 35 000, je crois. Voilà. Est-ce que les entreprises, les chefs d'entreprise, comment dirais-je, les patrons d'entreprise, on va dire le secteur privé, est-ce qu'ils payent réellement cette somme aux gens? Je dis non. Quand vous voyez une famille qui a moins de 20 000 francs par mois, 15 000, 20 000, un chauffeur ou je sais pas quoi, un emploi de bureau, 20 000 francs par mois. Il y a également des enseignants, surtout des écoles privées. Des enseignants, surtout, qui gagnent 20 000, 25 000, à la peine 30 000. Mais vous avez 2 enfants, vous avez une famille à nourrir, vous avez l'électricité à payer, vous avez le loyer à payer, vous avez vous-même à vous vêtir, vous avez vous-même à manger, parce qu'à midi, la plupart du temps, ils ne rentrent pas chez eux. Vous avez à vous occuper de vos dépenses quotidiennes, enfin, etc., etc. Mais vous pensez qu'avec 25 000 ou 30 000, on peut arriver, n'est-ce pas, à régler ou à être à l'aise dans ce pays au XXe siècle? Je dis non. Donc je pense et là, qu'est-ce que l'État a à avoir dedans? Il faut que l'État arrive à sévir. C'est-à-dire, quand une personne ou une entreprise ne se conforme pas au SMIC, il y a quand même le tribunal du travail. Il y a ce que nous appelons la loi est là. Que la personne ait le courage de porter plainte devant les autorités compétentes, devant le tribunal du travail, mais la plupart du temps, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Donc, je pense qu'il faut qu'on éduque la population togolaise, qu'on éduque les fonctionnaires, les salariés, enfin les employés, à se dire, mais voilà, nous avons aussi nos droits, nos employeurs ont leurs droits, mais nous aussi, nous avons nos droits, qu'ils puissent revendiquer leurs droits pour que les choses puissent aller dans de bonnes conditions. Voilà. Ces derniers jours, pour ne pas dire semaines, on assiste pratiquement à lynchage systématique de ces personnes qui sont arrêtées. Vous avez mentionné tout à l'heure le cas de l'Ivoirien qui, selon les informations, n'aurait pas été auteur. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ceux qui se livrent à cet exercice, lynchés, brûlés, vifs? Je veux vous répondre en 2 phases. Oui, je le comprends. Et non, je ne les comprends pas. Oui, pourquoi vous les comprenez? Je les comprends parce que, vous savez qu'un voleur ou un malfrat qui rentre dans votre maison pendant que vous dormez, en pleine nuit, sans autorisation, d'ailleurs, ils ne prennent jamais d'autorisation, il rentre chez vous et vous vous réveillez en sursaut dans la nuit, le gars, parce qu'il a une manchette, ou il a peut-être un fusil à pompe ou un pistolet artisanal, le gars, il le braque sur vous, il vous tire dessus, et vous mourrez. Pour votre défense, vous vous dites, voilà, si une personne rentre chez moi, moi je le liquide tout de suite, et ça y est, et il n'y a plus de... Enfin, il sauve sa vie. C'est en quelque sorte de la légitime défense, mais ce n'est pas bien, parce que la loi est là, justement, pour... La loi l'interdit. L'interdit. Bon, donc c'est pour ça que j'ai dit, je les comprends. Il y a des fois, des braquages se font, on prend votre moto, il y a 3-4 personnes qui sont derrière vous, et si vous résistez un petit peu, les autres se ramènent. Ils vous roulent des coups, ils vous cassent la tête, le pied. Et puis vous pouvez succomber, mourir sur ce braquage. Donc, les gens se disent, maintenant, si on les attrape, stop, on les brûle vifs, ou nous aussi on les roule de coups, on les tue. Donc, c'est pour ça que je dis, ma réponse sera en 2 phases. Et l'autre réponse? Que je les comprends parce que la population en a marre. En a marre de quoi? Se venge. Quand je dis se venge, c'est-à-dire la population dit, maintenant, moi-même, je fais justice. Et pourquoi? Parce que nous avons une justice dans notre pays. La deuxième phase reviendra justement à répondre à votre question. La deuxième phase, c'est quoi? C'est que nos autorités,
le pouvoir en place, comme ils l'ont fait tout récemment dans le Bas-Mono, ils doivent l'étendre sur tout le territoire. Que la force, la police, la gendarmerie soit présent partout dans tous les quartiers du Togo. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez compte, des fois, il y a une suspicion de vol, on les appelle, on ne les voit jamais. Ils arrivent peut-être à 1 heure après, ou 30 minutes après, ou peut-être même 3 heures, ils ne viennent jamais, soi-disant qu'il manque de carburant, il manque de cela, enfin tout un tas d'arguments qu'ils évoquent. Donc je pense que la faute revient un petit peu quand même au pouvoir public de doter la force publique, je veux dire nos hommes habillés, de moyens pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, secourir les citoyens togolais ou les habitants de tel ou tel quartier. Ils sont en difficulté. En difficulté. Donc je pense que la faute revient un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos autorités, c'est-à-dire il faut qu'ils dotent les moyens, qu'ils encouragent, qu'ils arrivent à mettre dans tous les quartiers la force, c'est-à-dire les éléments, les hommes noirs, comme je les appelle, les lunettes noires, pratiquement partout à Lomé, dans tous les quartiers, qu'il y a des unités qui sont prêts à agir quand on appelle au secours. Est-ce qu'il y a le moyen? Écoutez, nous avons assez de sous pour faire la sécurité maritime et vous me posez la question s'il n'y a pas de moyens pour, n'est-ce pas, sécuriser nos propres citoyens, nos Togolais, nous-mêmes. Arrêtez de nous faire rire, monsieur Rodrigue. Si on a les moyens de faire ce que nous appelons la sécurité maritime, de mettre des millions, des milliards dans ce processus. Ce qui est important. Ce qui est important, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous croyez que votre vie, ma vie n'est pas plus importante que peut-être la mer? Ça, c'est les marchandises. Ça, attendez, laissez-moi finir. Ça, c'est les marchandises, c'est les conteneurs. Mais la vie d'une personne est plus importante que les marchandises, les conteneurs. Donc, je pense que d'abord, la priorité, c'est d'abord, comment dirais-je, le citoyen, le Togolais, moi, vous, mes caméramans qui sont en face de moi, le technicien qui est là. D'abord, il faut sécuriser la population, il faut sécuriser les citoyens togolais sur notre dénigrement, avant de penser à la sécurité maritime. C'est bien. J'ai comme l'impression que ça ne se fait pas. Je rappelle que, le ministère de la Sécurité, si vous permettez, a initié quand même des opérations. Quand vous prenez par exemple l'opération Araignée, qui a fait un bon travail. Vous les avez vus encore? Est-ce que quand vous sillonnez à Lomé là, vous les voyez encore? Toutes les voitures des araignées là, c'est où là? C'est au garage central, ou soit c'est garé dans les commissariats. Vous les voyez encore? Est-ce que vous voyez encore les araignées circuler à Lomé? Dites-moi, monsieur Rodrigue. Vous revenez tout le temps au bureau. Vous traversez pratiquement toute la ville pour aller à Tchédié, pour votre émission sur Spa 47 et sur la radio KNTB. Est-ce que vous les voyez encore, les araignées à Lomé? Non, mais attendez, arrêtez de me poser des questions. Vous-même, vous savez très bien que ça n'existait plus. Donc, c'est pourquoi je vous dis que l'État doit redonner un nouveau souffle aux autorités, à la police, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se déployer sur le terrain. Sans moyens, vous voulez qu'un simple policier qui n'a pas de moyens, qui n'a même pas de véhicule, puisse se déplacer pour aller sécuriser quelqu'un? Mais non, il ne peut pas. Même s'il a la volonté, il ne peut pas. Donc je pense que c'est à l'État de doter les commissariats, de doter les gendarmeries, de doter la force publique de moyens pour qu'ils puissent opérer sur le terrain. Bien sûr, quand ils vont commencer à être visités dans la ville de Lomé, comme tout Africain, je dirais, comme tout Togolais, on va dire, voilà, ça y est, le pays est militarisé, ça y est, il y a Fort qui nous a mis encore les policiers partout, ça y est, il y a les hommes noirs qui sont partout, ça y est, il y a ceci, là, mais c'est pour notre sécurité. La sécurité ne se résume pas tout simplement à protéger la présidente de la République. La sécurité ne se résume pas tout simplement à sécuriser les édifices publics. La sécurité ne se résume pas tout simplement à sécuriser, n'est-ce pas, la maison de tel ou tel dirigeant de notre capitale ou de tel ministre. La sécurité, ça se résume aussi à me protéger moi, à vous protéger vous pour que vous puissiez être là ce matin à faire, n'est-ce pas, votre job, à sécuriser madame qui est en face de moi, la caméraman, à sécuriser tout le monde. Donc je pense qu'il faut absolument que l'État prenne ses responsabilités, arrive à sécuriser aussi les citoyens togolais, moi, vous, tout le monde, pour que nous puissions vivre comme nous l'avons vécu à ma période, en 70, à 80, en plein air, où je dormais pratiquement dans la cour de mes parents, où je ne savais même pas si un voleur pouvait pénétrer chez moi. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne à cette période où qu'on se sente un peu à l'aise chez nous.
Aujourd'hui, se sentir à l'aise chez nous, c'est vrai que sur ces scènes où les gens passent, les voleurs à toutes les situations qu'on leur connaît, qu'on les brûle vifs et tout, il y a parfois des forces de l'ordre qui arrivent, mais les populations refusent, n'est-ce pas, de leur livrer ces voleurs. Et devant les soldats, face au courroux des populations, vous assistez tristement à cette scène. Et là, comment vous l'expliquez? Parce que ce n'est plus là le manque de moyens ou d'intervention des forces de l'ordre. Vous savez, M. Rodrigue, quand nous faisons des manifestations à Lomé, vous avez ce que vous appelez les gaz lacrymogènes, vous avez ce que vous appelez les jets d'eau pimentés, vous avez ce que vous appelez la dissuasion de la masse pour, n'est-ce pas, évacuer les militants, les manifestants. Vous allez me dire que quand les forces de l'ordre arrivent sur un terrain, n'est-ce pas, ils voient que le terrain est difficile, ils voient que certainement la population ne veut pas céder. Pourquoi ne pas utiliser justement, c'est le moment ou la période, j'aurais dit plutôt l'occasion d'utiliser justement cette comment dirais-je, ces gaz lacrymogènes, ces jets d'eau pimentés, etc. Pourquoi ils ne l'utilisent pas? Est-ce qu'il y aurait pas, avec cette intervention, permettez juste une précision, pour aussi, selon vous, ils peuvent utiliser les gaz lacrymogènes face à des victimes qui sont en courroux. Est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse tourner en affrontement entre ces victimes et les forces de l'ordre? Non, je pense que la population qui ont envie de lyncher ou de brûler le voleur en question, le Togolais a tellement peur qu'il se dit qu'on lance un petit gaz lacrymogène, le gars il s'enfuit. Ça suffit pour les disperser? Oh, ça suffit largement, monsieur Rodrigue. On a eu le cas, je suis quand même sur le terrain tout le temps. Ils vont fuir, donc ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais je dis stop. Stop, parce que la loi l'interdit. Je suis juriste avant tout. Stop, parce qu'on n'a pas le droit, je dis bien, on n'a pas le droit d'ôter la vie de qui que ce soit, quelle que soit la faute commise par la personne, à moins que l'État lui-même, parce qu'il a signé un accord, il y a peut-être la peine de mort, j'en sais rien, autorise... Pourquoi c'est aboli dans notre pays? Voilà, je dis, à moins que, je viens de le préciser, que l'État accepte les accords et signe la peine de mort, enfin se conforme à ça, revienne voilà, un peu. Voilà, là c'est autre chose. Mais on n'a aucun droit, je dis bien aucun droit, d'ôter la vie de son prochain. Parce que ce n'est pas vous qui lui avez donné, vous n'avez pas le droit de lui ôter. La justice est là pour faire son travail, donc j'exhorte la population togolaise, quelle que soit la rancœur, quel que soit comment ils sont blessés, le degré de la blessure, le degré de la frustration, de ne jamais mettre de l'essence sur son prochain, d'allumer une allumette ou je ne sais pas ce qu'ils font, comment ils le font, et des pneus, etc., pour brûler qui que ce soit. Livrez plutôt la personne à la justice. Prenez des fils à courant ou des liages, j'en sais rien, tout ce que vous pouvez trouver pour les attacher. Vous le prenez par le cou. Mais là aussi, la loi... Ah non, mais là, non, mais même si la loi l'interdit, je pense que pour arriver à livrer la personne à la police, il faut quand même nous n'avons pas d'aminote quand même dans la maison. Nous n'avons pas les moyens pour mobiliser la personne, donc nous n'avons que les fils. Nous avons que peut-être... Est-ce qu'on ne les attache pas avant de les brûler quand même? On ne les attache pas, on les met les pneus autour du cou. Et très bien. L'autre question, c'est de savoir si aujourd'hui, par exemple, il va falloir éviter le lynchage, éviter que ces personnes soient brûlées vifs, éviter qu'il y ait usage de gaz lacrymogène pour que cela peut-être provoque un affrontement entre ces victimes telles qu'on le dit et les forces de l'ordre. Quel autre conseil on peut donner? Je pense que d'abord, la police, c'est son droit d'utiliser des gaz lacrymogènes quand il y a, n'est-ce pas, ils sont débordés. Ça, on ne peut pas leur interdire. Parce que même dans les pays européens, dans les grands pays les plus développés que ce soit, quand il y a, n'est-ce pas, des débordements, uniquement quand il y a des débordements, on utilise justement ces moyens pour disperser la foule. Donc pour eux, je ne peux pas les conseiller, c'est de leur devoir. Mais je pense que je peux quand même conseiller la population à éviter ce genre de scène
par la sensibilisation. Nous avons, je l'ai dit la dernière fois, des spots qui passent pour le civisme, etc. Ne pas abuser de l'électricité dans les bureaux, ne pas, n'est-ce pas, venir au travail tard, ne pas prendre le bien de l'État comme son bien personnel, etc., etc. Je pense que c'est le moment de faire une grande sensibilisation des panneaux d'affichage, des spots télé, des spots radio, etc., pour sensibiliser la population que ôter la vie de qui que ce soit n'est pas juste. D'arrêter ce genre de scène, d'arrêter ce genre de comportement, de tout faire pour livrer plutôt la personne à la police, à la gendarmerie, aux forces de l'ordre, pour que la justice donc soit dite. Voilà, tel que vous le dites, puisque vous ne cessez de pointer du doigt la justice togolaise, selon certaines personnes, certains observateurs, ils estiment que c'est parce que ces jeunes, quand on les envoie en prison ou quand on les remet à la disposition de la police ou de la gendarmerie, ils reviennent ragaillardis, ils reviennent avec une certaine force extra qui leur permet d'exceller dans ce qu'ils faisaient ou ce pourquoi ils avaient été arrêtés. Comment vous l'expliquez? Monsieur Rodi, vous tentez à chaque fois de me faire parler de la justice. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être vous me connaissez, vous voulez à chaque fois que je revienne sur le sujet. Il ne s'agit pas du tout de vous taquiner, mais nous sommes en train de débattre d'un sujet qui s'élargit je comprends. Sur ce secteur aussi. Il y a quelque temps, à peine un mois, j'avais dit sur ce même plateau que dans les prisons togolaises, nous avons des barons. C'est-à-dire, nous avons des donneurs d'ordre, des chefs d'entreprise qui sont installés, qui ne sortent plus jamais, qui ont des éléments à l'extérieur et qui opèrent dans la ville de Lomé ou sur tout le territoire togolais. Ces personnes, quand ils envoient des jeunes dans la ville de Lomé qui opèrent, ils savent très bien, ces jeunes-là, que quand on va les arrêter, on va les envoyer en prison et 2 jours, 3 jours après, ils ressortent, comme vous venez de le dire, gaillardis, très bien en forme, et ils refont le même forfait, ils retournent, ils ressortent, et ces personnes se construisent des maisons dans la ville, se font leur beurre, etc., etc. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est à la justice togolaise de sévir. C'est-à-dire, quand un de ces voyous, de ces bébés voyous, comme je les appelle, rentre dans les prisons, que ces bébés voyous-là, de 18 ans, parce que quand vous avez 18 ans, vous avez le droit d'aller en prison, ces bébés voyous arrivent à purger leur peine, réellement. C'est-à-dire, quand on leur dit, vous avez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de prison, qu'ils arrivent à purger leur peine. Qu'on ne cède pas au gain facile, c'est-à-dire que le juge ne cède pas au petit 500 000, au petit 200 000, au petit 100 000, de l'autorité en prison, c'est le monsieur, comme je vous l'ai dit, le chef gang qui est en prison, parce que lui, il a des personnes à l'extérieur, donc il paye ses collaborateurs. C'est allez, voilà, c'est tel juge, donne-lui 100 000, donne-lui 200 000, libérons le petit parce qu'il a du travail à l'extérieur. Non, qu'on arrête. Donc, quand nos juges vont comprendre, c'est pourquoi j'ai la réforme de la justice, d'abord c'est la réforme des hommes. Pas l'embellissement des murs, pas la construction d'édifices. C'est les hommes qu'il faut d'abord réformer. Que nos juges arrêtent de prendre des petits sommes pour libérer le petit gaillard qui a 2 ans de prison. On nous dit, voilà, vous êtes libéré sous caution, pour bonne conduite. On a des termes, nous-mêmes, on le sait, parce que nous avons envie de le libérer. Non, qu'on arrête ça. Qu'il purge sa peine, qu'il sente en lui, réellement, qu'il a commis une faute, et que cette faute, n'est-ce pas, a été, qu'il a, comment dirais-je, qu'il a été puni pour cette faute. Vous savez, une faute avouée n'est pas forcément pardonnable. Même si, quelque part, on vous dit... C'est pour ça qu'on dit que c'est à moitié pardonné. À moitié pardonné. Même si, quelque part, on vous dit, bon, je te pardonne, mais l'acte est réparable. Il faut d'abord réparer l'acte. Moi, chez moi... Exemple, si vous voulez, par exemple, une pomme, on vous arrête, voilà. Vous rendez la pomme. Ah, voilà. Mais si la loi dit qu'on doit vous sanctionner pour 6 mois, on vous sanctionne, malgré que vous avez rendu la pomme. Parce que la loi
elle est faite pour ça. Même si, vous savez que même si dans un tribunal, ok, vous avez un monsieur qui a été condamné parce qu'il a volé, je ne sais pas moi, la moto de Kokou. Et que vous, monsieur Rodrigue, c'est votre moto, hein. Bon, on a volé la moto de monsieur Rodrigue, on le met, n'est-ce pas, devant la loi, on le met en prison, et que vous, monsieur Rodrigue, demain, parce que la famille est venue vous voir, vous allez voir le juge, voilà, moi j'arrête la procédure, je retire ma plainte, etc. Très bien, retirez votre plainte, mais vous êtes puni. Vous allez finir votre temps de prison. Quand on retire la plainte, on est censé libérer quand même. On retire la plainte en amont, c'est-à-dire d'avant d'aller au procès, avant d'aller devant la cour, si vous retirez votre plainte, il n'y a plus de procès. Mais une fois le procès est fait, et une fois vous avez été condamné, la loi vous autorise à purger votre peine. On ne revient plus en arrière, parce qu'une fois c'est fait, hein. À moins qu'il y ait des recours. Une fois tout est épuisé, les recours, tout ce qu'il y a 3 recours. Enfin, il y a un autre aspect, les gens en parlent bien évidemment, quand vous prenez la prison aujourd'hui, il n'y a pas une distinction entre quelqu'un qui a 18 ans, qui vient d'arriver, quelqu'un qui par exemple a volé des milliards, quelqu'un qui a volé 100 francs, quelqu'un qui a volé un téléphone portable, quelqu'un à qui on a volé une moto, on applique une loi communément appelée abus de confiance. Tout le monde est entassé. Est-ce que cela favorise aussi la formation de ces jeunes qui reviennent experts en la matière? Nous aurons le temps, M. Rodrigue, de revenir sur le sujet, mais je vais vous donner juste quelques éléments. Nos gendarmes sont très bien formés, parce que eux, on les instruit à tout ce qui est loi, tout ce qui est droit. C'est nos policiers qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la loi, ni le droit, sans les insulter. Est-ce que vous en savez? Laissez-moi finir, sans les insulter. Est-ce que vous en savez? Sans les insulter. Le petit brigadier, qui ne connaît même pas ce que nous appelons la loi, il assimile tout, je dis bien tout, abus de confiance. Parce que il sait pas comment. Non, on va parler on va revenir sur ça. Maintenant, voilà. Ce que je veux savoir, ou ce que peut-être les auditeurs veulent savoir. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette façon d'entasser tout le monde, sans distinction, dans un local commun, favorise le fait que ces jeunes, après leur séjour, reviennent avec leur brevet de technicien supérieur en la matière? Non, je dis que ça ne favorise absolument rien, parce que vous et moi, vous savez très bien que nous n'avons pas de prison au Togo. Nous avons un camp de concentration. Excusez-moi l'expression, nous avons, n'est-ce pas, un camp de concentration. Je répète, excusez-moi l'expression. Nos autorités n'ont qu'à m'excuser. Parce que quand vous avez une prison qui a pratiquement le double de sa contenance, où on entasse 20 personnes dans une pièce de peut-être 5 mètres carrés, mais c'est déjà très grave. Quand vous avez une prison ou dans une cour, vous avez 1000 personnes oisifs qui ne savent pas quoi faire parce qu'on n'a pas doté la prison, n'est-ce pas, de moyens de recyclage, de moyens de département de formation, de réinsertion, etc. Mais les gars, ils sont sur la cour, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de discuter. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de préparer leur prochaine attaque quand ils vont sortir. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de confronter leur expérience. Voilà, moi j'ai fait ci, ça n'a pas réussi, toi tu as fait quoi? Voilà, ils se confrontent, ils essaient de voir qu'est-ce que j'ai fait de mal qui n'a pas réussi, pourquoi je n'ai pas... recyclage en quelque sorte. Un recyclage plutôt qu'un centre de punition ou de formation. Donc, c'est pour dire que quand ils arrivent là-bas, ils apprennent plutôt comment opérer à l'extérieur, améliorer leur mode opératoire. Voilà, améliorer, n'est-ce pas, vous l'avez si bien dit, leur mode opératoire à l'extérieur, que d'être plutôt formé, ou que d'être plutôt formé et qu'on sente qu'ils ont mal parce que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. En tout cas, on reviendra sur le sujet. Il nous reste, je crois, moins de 2 minutes maintenant. Il y a aussi certaines personnes qui pointent du doigt le regard. C'est-à-dire ces personnes, quand elles sortent de prison, la communauté les rejette. Est-ce que cela aussi favorise? Non, je pense que c'est absurde.
c'est vraiment absurde. Quelqu'un qui fait la prison n'est pas vraiment... Vous savez, c'est pas parce qu'on a fait la prison qu'on est devenu le rejet de la société. Non grata de la société. Je dis non. Tout le monde peut faire la prison. Je peux faire la prison. Vous pouvez faire la prison. Tout le monde je n'envisage pas. Je n'envisage pas non plus. Mais tout le monde peut le faire. Je veux dire, pour un oui ou pour un non. Vous savez, la faute, tout le monde peut le commettre. Je peux aujourd'hui rentrer chez moi. Ma femme m'énerve. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je ne suis pas violent. Et puis, par hasard, ça va jamais arriver, bien entendu. Je prends quelque chose, je la tape et puis elle tombe raide mort. Mieux vaut ne pas donner l'exemple. Là, je suis en ce que nous appelons souvent un crime non prémédité, je n'ai pas voulu, ou que je prenne ma voiture. Mais qui est puni. Qui est puni. Je prenne ma voiture, que voilà, j'écrase une personne dans la rue sans le vouloir, ben, j'irai en prison. C'est pas forcément que j'ai été en prison que forcément je suis devenu une personne en grata à l'extérieur. Et donc la communauté ou la société ne doit pas rejeter. Voilà, rejeter, c'est une question d'éducation, de sensibilisation. Qu'on arrive à sensibiliser la communauté, les gens, pour dire que parce que Kopoun a été en prison, il n'est pas forcément en récidiviste qui va revenir encore faire le même coup. Peut-être qu'il a compris, peut-être qu'il a payé déjà pour sa peine. Donc qu'on lui permette de vivre dans la société à l'aise. À l'aise. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre échange avec notre invité José-Éric Gagli, directeur de publication du journal Togoniban. L'exercice est de trouver un mécanisme pour freiner ces attaques, ces braquages, ces vols, ces tueries et cette façon de se rendre justice dans notre cher pays, le Togo. En tout cas, le débat continue. Merci donc pour la disponibilité. Merci, monsieur Rodrigue. Mais je vais rajouter un dernier mot. J'exhorte la population togolaise à participer à l'arrestation de ces voleurs. Au démantèlement de ces régimes. Voilà, quand vous avez un voleur ou vous soupçonnez quelqu'un d'abriter ces malfrats dans votre maison, ça c'est les propriétaires de maison, ben, signalez-le carrément à la police. C'est pas que vous êtes méchant, vous protégez la société, signalez ça, aidez la police, aidez la gendarmerie. Donc, la collaboration. La collaboration avec les forces de l'ordre. Voilà, merci donc, ce sera tout pour le numéro de ce mercredi de votre émission Grand Jury. Bien de choses à vous qui nous avez suivis. Excellente suite, voilà, de programmes sur la télévision Espoir 47, Radio KNTB, Radio VGK, Radio Lumière et puis sur le web. Bonne journée, au revoir.